Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette nouvelle table ronde avec, vous allez voir, des intervenantes et intervenants passionnants au sujet qui nous lie tous, je pense, aujourd'hui sur la grande famille de la RSE. Je me présente très je suis Alban Payan. Je vais être le pilote de cérémonie aujourd'hui, faire en sorte que nos débats ne glissent pas trop. Vous allez voir. Euh, L'idée, c'est de pouvoir donner la parole à chacune et à chacun autour de la table sur la thématique que vous voyez apparaître à l'écran. Comment faire de la RSE un moteur d'engagement et de transformation culturelle. J'espère que vous êtes bien assis, que vous avez de quoi prendre des notes parce que ça va être vraiment pertinent. En tout cas, quand on a préparé cet échange, il y avait beaucoup d'indicateurs et d'éléments qu'il y avait à prendre en note. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager la présentation qu'on a prévue pour aujourd'hui. Vous allez devoir la voir à l'écran, je pense. Voilà, c'est bon. Avant de laisser la parole à nos intervenants, ouais, j'en profite, c'est mon tour. Une seule règle du jeu pour Livestorm, vous avez la possibilité de réagir dans l'onglet chat. On a vu déjà quelques personnes nous saluer. Donc bonjour à toutes et à tous à nouveau. Vous avez surtout un volet questions sur lequel vous allez pouvoir poser des questions comme son nom l'indique. Il n'y a pas de session questions-réponses à la fin de l'événement. Pour nous, l'objectif, c'est que vous puissiez les poser tout du long. Et moi, mon rôle, c'est de les prendre et de pouvoir les poser à nos intervenants, à notre intervenante, à nos intervenants aujourd'hui. Voilà. Ceci étant dit, je pense que, hop là, je suis allé un peu trop vite pour toi, Christelle. Je pense que vous avez toutes les règles en main, toutes les cartes en main. Je vais laisser la parole à Christelle, puis à Franck, puis à Anthony. Ils vont se présenter leur historique, leur background, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. C'est important pour repositionner et contextualiser cet événement. Et ensuite, on va pouvoir dérouler les deux parties qu'on a prévues, entre du contexte jusqu'à du retour d'expérience et du témoignage pour mettre demain des actions concrètes en place par rapport à la thématique qu'on vous a proposée. Christelle, je te laisse la main. Merci Alban, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi je suis Christelle Pujol-Araujo, je suis une femme dirigeante, une patronne du ferroviaire pour lequel je travaille depuis 28 ans. Dans la vie, je suis passionnée par les challenges et la symétrie des attentions, en particulier dans ma vie professionnelle. Je suis directrice de la stratégie et de la performance de SNCF Réseau. Et pour pas être une directrice de la stratégie complètement perchée, je m'appuie sur ma longue expérience, je vous l'ai dit, 28 ans opérationnelle en fait pour challenger les résultats et les équipes. Et mon credo, c'est j'ai à cœur de mettre sur un pied d'égalité les clients, les collègues, les collaborateurs et plus largement toutes les parties prenantes dans mon domaine de responsabilité. En fait, pour relever et anticiper les défis, je suis convaincue que l'impact business, humain, sociétal doit se traiter de la même manière et que rien n'est impossible tant qu'on s'occupe aussi bien des employés que de ses clients. Voilà, si je devais résumer. C'est très bien résumé, je pense, si je peux me permettre, Christelle. Peut-être un petit mot sur SNCF Réseau. Alors, SNCF Réseau, c'est le gestionnaire d'infrastructures du réseau ferroviaire français. Donc, nous, c'est les infrastructures, les rails, les caténaires, ce qui permet en fait de faire circuler les trains, que ce soit des trains de voyageurs ou de fret, dans de bonnes conditions tous les jours en fait. Et notre ambition, évidemment, c'est une mobilité durable pour nos clients, pour nos voyageurs, pour nos territoires. Aujourd'hui, voilà, on est un acteur majeur de la transition écologique et de la décarbonation des transports. Réseau aussi, en quelques chiffres, voilà. Réseau, c'est 52 000 collaborateurs. Vous voyez 28 000 kilomètres de lignes exploitées. Qu'est-ce qu'on peut dire 5 millions de voyageurs quotidiens. 3 000 gares et points d'arrêt, 20 000 sillons, ça veut dire des trains qui circulent quotidiennement. Voilà, ce qu'on peut dire, et 10,9 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre évitées, en fait, parce qu'on préfère le train. Parfait, je pense que c'est des chiffres qui nous parlent tous. Je pense que la SNCF, de manière globale, ça nous parle tous aussi, surtout sur cette période. Un dernier mot peut-être sur le cap Horizon 2030. Le cap, c'est intéressant à partager, de dire notre ambition à l'horizon 2030, c'est de faire de SNCF Réseau une entreprise performante et engagée au service de ses clients et des territoires. Ça peut paraître très simple, très basique, mais on est une entreprise industrielle, une entreprise publique. Et donc, être engagé pour nos territoires et nos clients, c'est aussi une
pour nous parce qu'on était dans un monde industriel très ingénieur, mais qui doit s'adapter et être performant et engagé pour ses interlocuteurs et en particulier ses clients et ses territoires. Une vraie belle ambition pour nous. Parfait, merci. Ça pose bien les bases de cet échange. Merci Christelle pour ta disponibilité. On va passer à toi, Franck. Je te laisse la main. Deloitte qu'on te connaît tout autant, je pense. Ouais, merci Alban. Rapidement, donc Franck Chiron, moi je suis associé Capital Humain. Ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans le monde des RH au sens général du terme, donc un peu plus de 10 ans chez Deloitte aujourd'hui. Peut-être quelque chose qui m'anime le jour, c'est vraiment tout ce qui est sport et puis notamment tout ce qui est running. Et je fais souvent des parallèles, y compris au sein de l'équipe, entre par exemple la RSE, la démarche RSE et tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui. C'est plutôt un trail, il faut s'entraîner sur le long terme. C'est ce qui fait qu'on va faire évoluer les choses. Donc voilà, peut-être un rapport rapide avec le perso et le pro. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est assez important et je pense vraiment que c'est un chemin qui est plutôt sur le moyen terme. En tout cas, cette transformation, cette mutation culturelle ou écologique, les deux en même temps. Donc voilà, très rapidement pour ma présentation. Merci beaucoup. On va essayer de tisser la métaphore du running pendant cet échange. Je suis très preneur, ça parle à beaucoup d'entre nous, je pense. Un petit mot sur Deloitte. Alors Deloitte, alors on a mis Undisputed Leader, non mais en fait plus sérieusement, on est un peu plus de 400 000 collaborateurs dans le monde. Je crois qu'on a atteint à peu près 60 milliards de chiffre d'affaires. Juste pour l'histoire, cette année, on a doublé notre chiffre d'affaires en 10 ans en fait. Donc on est passé de 30 à 60 milliards avec une stratégie qui était plutôt la pluridisciplinarité des activités, on va dire au sens général, et que vous voyez en bas. Et en France, on a un peu plus de 7000 collaborateurs et on fait un peu plus de 1 milliard de chiffre d'affaires avec peut-être une spécificité par rapport à d'autres acteurs, c'est qu'on a des bureaux aussi régionaux. Donc, on a une vingtaine de bureaux régionaux, notamment sur les grandes villes qu'on connaît tous. Voilà. Ok, très clair, des chiffres aussi, tout aussi renversants que la SNCF. Merci d'être avec nous, Franck, ce matin. Anthony, je te laisse fermer la marche. Pas pour le running, mais presque. On va revenir sur le running après. Bonjour à toutes et à tous. Donc Anthony, moi je suis le fondateur de la société Civitime. Civitime, c'est quoi? C'est une société que j'ai créée donc il y a 5 ans. Et notre job, c'est d'aider les entreprises à engager leurs collaborateurs dans leur stratégie RSE, avec un parti pris assez fort qui est le nôtre, c'est qu'on utilise la gamification pour faire ça. Donc, on utilise des solutions ludiques, pédagogiques, collaboratives pour ancrer les messages et engager durablement les collaborateurs dans la RSE. C'est vraiment ça notre cheval de bataille. On accompagne une centaine de clients en France, à l'étranger, tout secteur d'activité confondu, donc aussi bien dans la banque, dans l'assurance, mais aussi dans l'industrie, dans le transport, dans la logistique. Et nous sommes certifiés Bicorp depuis un peu plus d'un an maintenant. On le dit parce qu'on en est assez fiers et parce que c'est assez compliqué d'obtenir quand même la certification Bicorp, même quand on est une petite boîte de 20 collaborateurs. Donc voilà, on le met en avant. Et donc bon, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais notre job chez Civitime, c'est vraiment de faire en sorte que la RSE soit perçue par les collaborateurs de manière différente que les enjeux que les enjeux réglementaires auxquels ils peuvent être confrontés, type RGPD, etc. Et donc d'écrire des nouveaux récits mobilisateurs et inspirants pour les embarquer un maximum. Top. Merci beaucoup, Anthony. On va revenir du coup sur ces nouveaux récits, je pense, sur les parties qui nous attendent. Merci d'être avec nous ce matin également. Et merci pour cette présentation. Au menu, comme je vous le disais en introduction, on va avoir plutôt deux parties sur cet échange. Plutôt un contexte et des regards croisés, bien évidemment, posés. Le contexte est très important avant de rentrer directement dans les retours d'expérience. Alors, on va parler de mots-clés que vous voyez à l'écran: RSE, capital humain, transformation culturelle. Des jolis mots avec des experts autour de la table, justement, pour en parler. Et sur cette deuxième partie, donc, volet plutôt de témoignage, enfin, vraiment dans l'opérationnel à ce niveau, c'est comment faire de la RSE un moteur d'engagement et de performance globale. Je pense que vous n'apprenez rien, vous êtes venu sur cette conférence aussi parce que je pense qu'il y avait ces éléments au menu. Et donc, on est parti directement pour cette première partie. RSE, capital humain, transformation culturelle, contexte et regard croisé. J'aime beaucoup
Commencer par des chiffres. Je vais prendre 1 minute juste pour les poser avant que Christelle, Franck et Anthony aillent commenter aussi par leur vécu, leurs expériences, ces éléments. Tu voyais à l'écran, c'est un baromètre qui est lié au désengagement salarial. On va en parler, je pense, qui est tiré d'Imagine et de Kantar. On voit à l'écran 9 salariés sur 10 jugent la situation sociale et environnementale préoccupante. Je pense que on est tous raccords pour le dire aujourd'hui. On connaît forcément, et nous-mêmes, peut-être les premiers, sommes alertes sur ces sujets. On a une dissonance cognitive, ça qui est très important. On a 4 salariés sur 10 aujourd'hui qui sont en dissonance cognitive entre leurs ambitions et leurs convictions personnelles et leur travail au quotidien. Ça représente plus de 3,7 millions de salariés, rien qu'en France, bien évidemment. Ça représente quand même une large partie des personnes qui sont actives aujourd'hui. Et je terminerai juste sur cet élément pour approfondir un petit peu plus. On voit 75% des salariés qui sont désengagés du projet de leur entreprise ressentent ce conflit psychologique entre vie au travail et convictions personnelles. Alors forcément, ça a des répercussions, qui sont plutôt négatives. Moins d'envie d'aller au travail, qui veut dire peut-être plus de turnover, peut-être plus d'absentéisme, peut-être moins de productivité également. Et là, tout l'intérêt de cette première partie, c'est que je me tourne vers toi, déjà, Christelle, pour te poser la question qui est la suivante, c'est est-ce qu'on peut repositionner aujourd'hui ce qui est réellement une culture d'entreprise? Qu'est-ce qui se passe derrière ce volet de culture d'entreprise avant de parler de dissonance, parce que forcément, les deux sont liés. C'est une grande question. Pour moi, la culture de l'entreprise, en fait, c'est quelque chose qui parle de l'entreprise, de son histoire avec ses équipes, ses clients, ses parties prenantes. Et pour moi, la culture, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans toute réflexion. Moi, qui suis directrice de la stratégie, si par exemple je pense une stratégie sans tenir compte du tout de l'entreprise et de sa culture, de là d'où elle vient, de son histoire, c'est comme si j'allais dans un pays étranger et que je décide que je vais parler français et que les gens vont s'adapter à moi. En principe, ça ne va pas très bien marcher. Du coup, je pense que la culture et l'histoire d'une entreprise, c'est vraiment quelque chose qu'il faut appréhender, comprendre, travailler pour s'appuyer le plus possible dessus. Ça, c'est ma conviction profonde, en fait, en disant finalement d'où on vient. On est qui et qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre raison d'être et tout ça, peut-être on en parlera, mais on est qui? Parce qu'on ne peut pas gommer l'histoire d'une entreprise et je pense qu'il faut capitaliser sur la culture, c'est capitaliser sur le meilleur en fait de chacun et chacune pour relever des défis, pour atteindre des résultats, pour intégrer leurs propositions parce que ces hommes et ces femmes qui font la culture de l'entreprise, eux, ils savent raconter des choses, ils savent aussi les échecs, les réussites. Et donc, quand on a des questions et des problèmes à résoudre, en général, c'est eux les premiers. Même si nous, on a plein d'idées, les bonnes idées, en réalité, elles sont dans les équipes. Et ça, il faut en fait accompagner une culture, une évolution de culture, accompagner une culture dans un environnement qui bouge, qui est extrêmement instable. Pour moi, un des éléments fondamentaux, c'est de s'adosser à cette culture d'entreprise, aux hommes et aux femmes qui font l'entreprise, accepter de les écouter, de construire, de bâtir des cathédrales, on y reviendra peut-être, mais voilà, de les embarquer dans la construction d'une cathédrale, d'intégrer leur vision, et là-dedans, de savoir distinguer ce qui est de la résistance au changement et des craintes, et puis des remontées sincères et qui sont fondées sur le fait qu'on prend une mauvaise direction, qu'on n'a pas compris quelque chose, et qu'il faut assumer de dire ok, vous m'avez convaincu, on va faire autrement, c'était pas une bonne décision, la décision qu'on s'apprêtait à prendre. Je dirais ça au sujet de la culture. C'est une question très difficile, j'entends complètement. Merci pour ces premiers éléments, Christelle. On va revenir effectivement de manière très concrète comment construire une cathédrale, faire en sorte de la construire. Tu parlais aussi en introduction de la symétrie et des attentions. C'est des éléments qui vont nous permettre concrètement aussi de mettre en place de nouvelles directives, si j'ose dire, dans son entreprise. Ok pour la culture d'entreprise pour ces premiers éléments. Anthony, je me tourne plutôt vers toi pour parler plus de RSE. C'est quoi la place de la RSE dans les projets d'entreprise aujourd'hui, que ce soit sur des PME jusqu'aux grands groupes? C'est un sujet ça qu'on a abordé la semaine dernière. On était sur une table ronde avec des clients où justement on se projetait sur l'évolution un peu du rôle du responsable RSE depuis 4 ou 5 ans. Et c'est assez intéressant de voir à quel point, et je pense que Christelle en est la preuve, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Christelle, tu es directrice, alors je ne veux pas écorcher ton poste, mais tu es sur la partie stratégie et projet transverse, c'est ça?
Exactement. Ouais. Enfin, performance, excuse-moi. Et c'en est la preuve, c'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, ouais, je pense, enfin, en tout cas, je raisonne que avec le recul que j'ai par rapport à Civitime, mais n'hésitez pas, Franck et Christelle, à compléter. Mais il y a encore 5 ans, les responsables RSE, la RSE en tout cas était perçue encore comme un sujet conformité, et donc on mettait la casquette RSE à soit à la finance, parce qu'il y avait des rapports extra-financiers à faire avec la loi Grenelle 2 notamment, ou alors on les mettait sur la partie qualité ou conformité. Bon. Et puis il y a 3-4 ans, c'est plutôt basculé sur la partie communication, parce qu'on s'est dit, bah ok, en fait, ces lois là qu'on nous impose nous ont permis de mettre en place des choses, bah, peut-être qu'on peut les valoriser, peut-être qu'on peut en parler. Et petit à petit, on a vu, en tout cas, j'ai eu cette perception de voir le service RSE qui basculait de plus en plus sur des services communication, pour arriver jusqu'à des sujets RH aujourd'hui, enfin aujourd'hui et même un peu avant, et typiquement lié à ce que tu viens d'expliquer, Alban, sur les dissonances cognitives qu'on peut avoir sur les collaborateurs. Et il y a des entreprises qui vont encore plus loin maintenant et qui intègrent la RSE au marketing, à la stratégie d'entreprise, où là, clairement, on peut se dire, bah, OK, la RSE va avoir un impact fort sur le modèle de l'entreprise, sur son business model. Et là, on peut dire que la RSE a un rôle central. Et en tout cas, depuis la création de Civitime, on voit cette perception. On s'adresse toujours à des responsables RSE et on voit ce changement un peu là de rattachement et donc de la place que prend la RSE dans les boîtes. Très clair, merci beaucoup. Donc, de la conformité vers la communication, la performance et les RH finalement. C'est cette évolution que tu constates, Anthony, aujourd'hui. Et Franck, bon, dernière question, bien évidemment, pour repositionner le contexte. On le sait, l'humain est pour toi au cœur des organisations. On le disait un peu en off, et de toute manière, c'est l'ADN aussi de Deloitte. Qu'est-ce que tu observes avec tes clients aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux compter par rapport à ton expérience que tu as chez Deloitte, chez les nombreux clients que tu accompagnes, aussi bien sur ces gros projets de change, hein, j'ose le terme, et comment s'associe la RSE à ces éléments? Je pense je ne peux qu'aller dans les deux derniers propos, en tout cas des intervenants. Je pense qu'il y a des, j'aime bien l'allégorie de Christelle sur les cathédrales. Il y a l'allégorie du tailleur de pierre. Hein. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je pense qu'on est à peu près à ça. C'est quelqu'un qui passe devant un tailleur de pierre et qui dit qu'est-ce que vous faites? Il y en a un qui dit la première fois, je taille une pierre, hein, pour faire simple. Il passe à un autre, il taille une pierre et il lui dit je bâtis un mur. Et puis le dernier, il dit en fait, je vais bâtir une cathédrale. En fait, je pense qu'on est à peu près dans ce prisme-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti de je taille la pierre en RSE à je vais bâtir une cathédrale, et tout ce qui est culturel derrière vient avec. Et ça, c'est un premier point. Et tout ce qu'on voit chez nos clients à l'heure actuelle, je pense que c'est assez intéressant, mais ça rejoint tous les propos. C'est surtout aussi, c'est très lié à la quête de sens. Et Christelle l'a très bien rappelé qu'une entreprise, c'est quand même en tout cas une entité qui participe à la vie sociétale ou à la société au sens général, et que mécaniquement derrière, elle doit servir à quelque chose. Je le fais très très court, mais derrière, en fait, ce que cherchent les collaborateurs, et c'est pour ça qu'il y a une transformation culturelle importante à avoir, ils cherchent une quête de sens. Et j'ai coutume de dire qu'un collaborateur, c'est un consommateur et c'est un citoyen. Et on a fait le lien, en fait, on cherche des entreprises de plus en plus sociales au sens ou sociétales, au sens je participe à la vie de la société et je l'améliore. Et c'est ce qu'on voit en programme de change, c'est comment on participe à cette vie de communauté, hein, de la société, et comment je l'améliore. Et je pense que tous les sujets qui viennent autour de la table en ce moment font que derrière, on bascule d'un monde qui est extrêmement financier à un monde qui devient moins financier, avec des enjeux extra-financiers, pour faire très très simple. Et c'est vraiment le mouvement qu'on voit depuis, on va dire, c'est un peu ce que disait Anthony, hein, depuis quelques années, on voit qu'il y a un gros move. Voilà. Pour faire très rapide. Très clair. Merci beaucoup, Franck. J'en profite du coup, par rapport à ce que tu disais, qui doit prendre pour toi aujourd'hui cette casquette RSE dans les entreprises, et comment ça a évolué ces derniers temps? Alors, c'est à moi que tu poses la question, Alban. Ouais. Je peux te poser la question parce que effectivement, tu dois croiser pas mal d'entreprises avec différentes typologies. Ouais. Bien évidemment, la gestion se pose pour tout le monde. Alors moi, je pense réellement qu'en fait, c'est un sujet qui est top management. Mais Christelle, je pense qu'elle aligne avec ça et elle dira ses propos. Mais je pense que c'est un sujet qui est CEO, qui est tout en haut. C'est-à-dire qu'en fait, on doit avoir une transformation de l'entreprise.
et j'aime beaucoup parler de RSE actionnarial, c'est-à-dire il y a les actionnaires qui doivent faire bouger les choses aussi. C'est-à-dire qu'il y a les deux volets. La gouvernance est importante là-dessus, et donc il y a l'actionnariat qui représente le monde des investisseurs extérieurs et aussi l'équipe de direction. Je pense que ça vient de là. Et derrière, c'est tous les rôles ou les postes qui peuvent infuser cette transformation de l'entreprise. Donc, on passe par le DRH, le directeur de la RSE, mais tout le monde dans l'informatique, et ainsi de suite, vers une entreprise plus verte. Peut-être Alban pour rebondir et aussi, pardon, je me permets répondre à la question qui est posée. C'est fait pour. C'est fait pour. Ok, par Inès sur comment on travaille finalement la place de la double matérialité et des choses. Je crois que je vous l'ai dit en préparant des trucs très techniques et très techno et très pas fait pour le commun des mortels. Un manager, par exemple, moi je pense que les managers, on a parlé des chargés d'âme, ils sont chargés d'âme. Et aujourd'hui, dans le monde très complexe qu'on vit, ce qui rassure, nous, on vient d'avoir l'enquête annuelle sur l'engagement des collaborateurs. On voit bien que la maille de l'équipe, la plus petite, le destin commun, en fait, celle-là, elle marche parce que là, on peut bâtir des cathédrales à peu près à notre hauteur, à hauteur d'hommes et de femmes. Et donc, les managers, il faut qu'ils comprennent cette affaire de RSE. Et honnêtement, c'est pas du tout facile à comprendre quand on est manager. Moi, c'est mon cas. Ma vie professionnelle, c'est d'être manager avant d'être directrice de la stratégie. Et du coup, j'ai longtemps cru que c'était une affaire d'experts et que ça parlait de transition écologique, peut-être un peu de biodiversité, etc. Et un jour, j'ai lu le bouquin de Pascal Desmurger qui s'appelle « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus ». Et en lisant les pages, quelle a été surprise de voir que mon combat sur la symétrie d'attention, donc comment on s'occupe bien des équipes pour qu'elles s'occupent bien des clients, était totalement intégré à la RSE et que donc les managers devaient être totalement RSE. Je suis devenue directrice de la stratégie, donc j'ai fait un projet d'entreprise. À la SNCF, il s'appelle tous SNCF, c'est facile. Et puis, j'ai ma collègue qui est responsable de la RSE qui fait un rapport de performance avec les critères financiers, extra-financiers, etc. Et donc, on a deux rapports, on a deux ambitions, et on se dit, mais non, il y a un problème parce que les équipes, les hommes et les femmes qui sont dans les équipes, elles sont toujours qu'une seule et même personne. Et il faut qu'on leur raconte une histoire commune. Elle est où la cathédrale? Il y a la cathédrale de la RSE et la cathédrale de l'entreprise. Non, ça ne marche pas. C'est la même, en fait. Et donc, il faut faire reconverger, donc tous SNCF, avec ma collègue RSE. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de refaire converger les deux histoires, parce que l'ambition, c'est la même, et l'indicateur de mesure doit être le même. Il y a des indicateurs obligatoires, parce que c'est la loi, et puis il y a des indicateurs managériaux qui vont nous aider à atteindre ces objectifs légaux. Mais la loi, elle ne suffit pas à nous faire courir, en fait. Il faut que ce soit la cathédrale qui nous fasse courir, qui nous fasse lever le matin, qui nous fasse envie de transformer les choses, en fait. Et donc, je pense que l'alignement pour dire il y a une seule et même histoire, elle adresse et elle embarque la RSE à l'intérieur de notre ambition et de nos actions. C'est ça le défi qu'on doit faire aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que la stratégie de la RSE se rapproche de plus en plus, et tout l'univers de la transformation, mais qu'après, chacun contribue. Et peut-être aussi, Alban, Christelle, il y a un élément aussi qu'on voit de plus en plus. Il y avait des sondages, nous on en a fait, mais il y a d'autres sondages, mais les collaborateurs ou les salariés croient beaucoup plus en fait à cette transformation par les entreprises que par le gouvernement lui-même, en fait. Ça, c'est intéressant, c'est un switch depuis quelques années. On sait que ça passera par les entreprises et pas par des mesures gouvernementales. Et ça, c'est intéressant d'avoir ce prisme parce que c'est vraiment une nécessité de transformer les entreprises. Non. Complètement. On voit d'ailleurs les éléments à l'écran. Si je m'abuse, Franck, je pense que tu faisais référence à peu près à ces statistiques. Oui, merci beaucoup. Il y a ça, mais il y a plein d'autres choses effectivement derrière où les collaborateurs sont très liés en fait au destin RSE de leur entreprise. Et je pense que c'est un peu ce que disait Christelle, la culture d'entreprise, les valeurs, les rites qui vont être intégrés dedans vont faire que les gens vont être attirés ou fidélisés à l'entreprise. Top. Merci beaucoup pour cette première approche, cette première partie. Du coup, on va descendre dans le comment finalement par rapport à ce qu'on disait, comment on va créer cette cathédrale RSE, cette cathédrale culture d'entreprise en même temps. Je vous propose donc de passer à cette deuxième partie. Comment faire de la RSE un moteur d'engagement et de performance globale. Christelle, je me tourne vers toi. Quand on a préparé cet échange, tu nous as donné un élément que j'ai trouvé particulièrement intéressant qui est, je cite, les managers et les leaders du 21e siècle seront des managers RSE inside ou ne seront pas.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et à quoi ça correspond chez vous à la SNCF? Comment ça se matérialise? Ouais. En fait, ça fait le lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que j'ai piqué un petit peu à Pascal Desmurger le titre de son livre, parce qu'en fait, en réfléchissant sur les pratiques managériales, une fois qu'on a dit ça, ok, très bien, et comment on fait? Comment on fait en fait pour embarquer chacun et chacune managérialement? Donc nous, on travaille autour de l'excellence opérationnelle et relationnelle. J'ai longtemps travaillé dans le monde des services, et donc dans le monde des services, le marketing des services, on dit il y a des moments, il faut faire des parcours clients. Dans ces parcours clients, il y a des moments clés, des moments de vérité, des preuves, etc. Si on dit il faut traiter les collaborateurs comme on veut traiter les clients, alors c'est quoi les parcours des collaborateurs? C'est quoi les moments de vérité? C'est quoi les preuves? Et l'excellence opérationnelle, c'est vraiment un outil très, très puissant. C'est une discipline, alors elle se parle en français, on peut derrière, vous voyez, retour client, point 5 minutes, management visuel, tournée terrain. Tournée terrain, c'est essentiel, c'est là où se joue, là où se fait la qualité, là où se délivre quelque chose. Et ça marche dans les entreprises de service, mais ça marche partout en fait. Le tournée terrain, c'est là où on a ça, et où on peut, nous, porter les rituels et les preuves et les moments de vérité avec les équipes. Donc, c'est vraiment important. Mais du coup, si on le fait mal, ça parle du lean, ça parle de gros mots qui peuvent faire peur. Et donc, toute la question, c'est comment on embarque avec, moi, j'ai du coup travaillé l'excellence opérationnelle avec l'excellence relationnelle. Pour dire, en fait, si on ne le fait pas avec la manière, ça ne peut pas délivrer parce que les gens, on ne peut pas leur incanter. Et ce n'est pas parce qu'on fait une tournée terrain, si on n'écoute pas les gens, si on ne se met pas à leur place, ça ne marche pas. De la même manière, si on dit je vais bien m'occuper de mes équipes, comme ça elles s'occuperont bien des clients, mais que ce n'est pas authentique, que ce n'est pas vrai, moi quand j'étais plus jeune, on me disait oh là, tu vis dans un monde de bisounours. Non, en réalité, on est très exigeant avec ce qu'on attend de nos équipes, ça il ne faut jamais oublier de le dire. On est très exigeant sur les résultats qu'on attend, sur les cibles, sur les KPI, mais on doit cette attention spécifique. Je pense qu'en fait, le leader aujourd'hui, quelqu'un qui a du charisme, qui a du leadership, il va pouvoir embarquer ses équipes. Mais si vous ne le faites pas de façon authentique, si vous ne les écoutez pas, si vous n'intégrez pas, comme je disais tout à l'heure, leur vécu, leur histoire et leur raison d'être personnelle, demain, ils n'iront nulle part. Aujourd'hui, je pense, je vais vous citer un deuxième livre, c'est Hubert Joly qui a écrit L'entreprise, une affaire de cœur. Et il a été le patron qui a sauvé, je pense qu'on peut dire ça, Best Buy, donc l'équivalent de Darty aux États-Unis, si j'ai bien compris, de la faillite, d'une faillite certaine. Et Hubert Joly était un financier, est un financier avec toute la formation, tous les codes et toutes les croyances de la finance. Et puis, à travers cette expérience qu'il décrit très, très, très bien, qui est vraiment, quand on est manager, leader, c'est un livre hyper puissant à lire, je trouve, très inspirant parce que il raconte comment il a découvert que finalement le capital humain d'une entreprise, c'est une valeur, certes c'est un coût, mais c'est aussi une valeur essentielle, et qu'il faut travailler la raison d'être de l'entreprise, la cathédrale qu'on veut construire, mais aussi aller chercher encore plus loin la raison d'être individuelle. Et quand on est leader, pour ça, il faut être très au clair sur sa propre raison d'être, soi-même, après quoi on court, pour pouvoir embarquer les autres, parce que c'est une grande responsabilité que d'embarquer les équipes, travailler avec elles, cette confiance, pour bâtir ensemble les résultats qu'on cherche et atteindre les objectifs. Je me permets, Christelle, merci. Je me permets de rebondir du coup sur une question de Fabrice. Tu parlais de justement le leader doit incarner ou les top dirigeants doivent incarner. Comment on fait quand on a des personnes avec nous dans l'entreprise qui ne souhaitent pas évoluer vers ce que tu es en train de dire? Absolument. À part changer d'entreprise, qui serait. Ça vous surprendra pas. Moi, j'ai la technique de la prise en tenaille. C'était facile. En fait, dans les équipes, et alors pour le coup, mon expérience m'a montré qu'il y a toujours un écho extrêmement positif et favorable. Au début, ils cherchent un peu le loup, parce que c'est louche en fait, un manager qui agit, qui a le discours que je suis en train de vous tenir. Au début, les équipes, et alors dans des entreprises comme la nôtre, les syndicats, tout ça, ils vous regardent en disant attends, c'est bon, on n'est pas né de la dernière pluie. Puis quand vous êtes authentique, comme je l'ai dit, que vous avez les preuves, que vous traitez, que vous soignez les moments de vérité. On voit ici l'équité le premier jour. Dans une entreprise, même en mobilité, il y a 20% des collaborateurs qui veulent quitter leur job le premier jour. 20%, même en mobilité interne.
Bon, ça fait quand même, ça vaut le coup de se pencher dessus et de construire cette confiance. Et il faut en effet un escalier se balaye par le haut. Le chef est modélisant, vous prenez la phrase qui vous va le mieux, je crois aux deux. En fait, il faut aller chercher des patrons. Moi, j'ai eu la chance là, dans cette aventure-là, que ce soit le président de SNCF Réseau qui dise je veux que tu nous challenges et que tu nous fasses réfléchir à comment on peut piloter de façon systémique l'entreprise avec l'excellence opérationnelle. Et donc, c'est ce que je fais. Donc, dedans, j'ai des promoteurs dans le COMEX de SNCF Réseau. J'ai aussi des gens plus sceptiques. Mais j'ai aussi adossé excellence opérationnelle et relationnelle. Parce qu'encore une fois, la méthode, le fond sans la façon, ça ne peut pas marcher. Et après, parce que le steak est vraiment gros, ma devise, c'est mieux vaut fait que parfait. Et donc, il faut se lancer. En fait, dans ces aventures humaines, il faut se lancer. Démarrer petit, juste avec une petite chose, et on apprend vraiment par l'expérience, en fait. La méthode, c'est pas... Et comme m'a dit mon patron un jour, c'est long et douloureux. Moi qui suis une grande impatiente, je vous confirme que c'est pas forcément douloureux, mais c'est long en tout cas. Très clair. Merci beaucoup. Tu disais le fond sans la façon, ça ne fonctionne pas. Je trouve ça assez intéressant et ça fait une belle transition aussi, Anthony. Je pense on peut parler de tes convictions aussi. Tu le disais en introduction, tu parlais de passer des messages par le jeu et notamment pour la RSE. Est-ce que tu peux prendre la main en nous présentant tes croyances aussi et pourquoi ça fonctionne aujourd'hui avec tes clients? Ouais. Ouais, effectivement, enfin, je rejoins à 100% ce que dit Christelle. Le sujet, pour autant de sujets auxquels la plupart des entreprises sont confrontées aujourd'hui, c'est OK, je suis conscient qu'il faut que je peux m'appuyer sur la RSE pour embarquer l'ensemble de mes collaborateurs, que le middle management va être un super relais, mais comment j'arrive à transmettre ces messages? Comment je fais pour que les collaborateurs déjà comprennent les enjeux, en fait, parce que qu'on parle de RSE, c'est-à-dire qu'ils comprennent les enjeux liés à la RSE, comment je fais pour qu'ils adhèrent à ce que je mets en place, qu'ils aient envie de se bouger. C'est tout le travail qu'on fait depuis le début de l'aventure Civitime. En fait, au tout début, quand j'ai créé la structure, moi à la base, je suis ingénieur en développement durable et donc j'accompagne des entreprises dans la réduction de leur consommation d'énergie. Et de plus en plus, ces entreprises se posent des questions sur oui, mais ok, vous allez me mettre des super installations, mais globalement, comment on agit sur l'aspect comportemental. Parce que nos affiches dans les toilettes pour dire éteignez la lumière en sortant, c'est bien mignon, mais bon, en termes d'efficacité, c'est pas ça. Et donc quand j'ai créé Civitime, on s'est entouré de psychologues du travail notamment. Et le job de nos psychologues, c'est d'identifier quels sont les leviers psychosociaux sur lesquels il est nécessaire d'agir pour faire qu'un collaborateur soit davantage engagé dans une stratégie RSE. C'est-à-dire sur quel bouton il faut appuyer dans la tête du collaborateur pour qu'il comprenne les enjeux auxquels l'entreprise est confrontée en termes de RSE, qu'il adhère à ce que l'entreprise va mettre en place pour qu'il ait envie lui-même du coup de s'impliquer et de mettre en place des choses. Donc le fait, comme tu disais Christiane, il vaut mieux faire que parfait. Dernière étape, comment on fait pour les faire devenir ambassadeurs. Et donc autour de cette expertise-là, donc on a travaillé pendant un long moment et on travaille toujours avec nos psychologues. Et en face chacun des leviers psychosociaux qu'ont imaginé nos psychologues, on a créé des mécaniques de jeu. Pourquoi des mécaniques de jeu? Parce que on s'est dit, si on veut que la RSE soit perçue comme vraiment un levier ou une opportunité de performance et d'engagement dans l'entreprise, il faut la traiter de manière différente que les autres sujets plus compliance qui peuvent être gérés dans notre entreprise. Et c'est l'erreur qu'ont fait beaucoup de boîtes qui se sont dit, la RSE, en fait, on va faire comme pour la RGPD, on va faire un e-learning et ça sera très bien. Ok, perception de la RSE, encore un sujet compliance et l'opportunité derrière, je la vois pas vraiment. Donc on s'est dit, fort de cette expertise par nos psychologues avec les leviers psychosociaux, on s'est dit, ok, maintenant il faut qu'on trouve des moyens d'agir sur ces leviers, mais qui viennent un peu disrupter ce qui existe aujourd'hui, la manière dont on a l'habitude de former, de parler aux collaborateurs. Il faut leur raconter un nouveau récit, il faut créer de l'émotion, parce qu'on sait que lorsqu'on crée de l'émotion, pour un être humain, c'est très compliqué. À partir du moment où on associe un message à une émotion, c'est quasiment impossible d'en oublier le contenu de ce message. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire, nous, à travers le jeu. Et c'est comme ça qu'on a construit l'approche que vous voyez à l'écran, qui est une approche, en fait, qui est, in fine, assez classique dans du change management. Premier étage de la fusée, qui est, on explique le pourquoi. Pourquoi
pourquoi il faut bouger. En gros, c'est ça, c'est pourquoi il faut bouger. La deuxième étape, c'est ce que l'entreprise va mettre en place pour répondre aux enjeux en matière de développement durable. Et pas l'inverse, on ne commence pas par demander aux collaborateurs d'éteindre la lumière avant même d'expliquer ce que l'entreprise va faire, parce que là, du coup, notre enjeu, il est vraiment de créer un alignement. Donc, voilà. Troisième étape, voilà, chers collaborateurs, comment tu peux devenir acteur de la stratégie RSE de notre boîte. Et quatrième étape, ce qu'on appelle nous la phase de valorisation, c'est de faire en sorte que les collaborateurs deviennent ambassadeurs de cette stratégie RSE. Et quand on arrive là, on a fait déjà un bon bout du chemin. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie plutôt théorique, on va dire, en tout cas le cheminement pour engager un maximum de collaborateurs. Et comme je disais, nous, on utilise le jeu. On utilise le jeu parce que, on utilise la gamification. La gamification, ça peut paraître un terme un peu barbare pour la plupart des gens. On ne fait pas jouer les collaborateurs à Mario Kart ou à Pac-Man. C'est pas du tout ça le sujet. La gamification, c'est quoi? C'est tout simplement de transformer une activité qui peut être perçue comme contraignante en une activité qui va être stimulante et source de plaisir. C'est vraiment ça la définition même de la gamification, et c'est ce qu'on va chercher à faire. Et la gamification, in fine, elle est présente partout autour de nous, dans les applications qu'on utilise au quotidien. Elles sont tout le temps un peu gamifiées pour nous inviter à réaliser des actions. Typiquement, Franck, tu parlais de running tout à l'heure. Je ne sais pas si tu utilises l'application Strava, par exemple. Strava, qui est une application pour les sportifs, qui est très gamifiée, et qui va jouer, là, vous voyez, sur le petit schéma qu'on voit, on voit un des leviers de motivation, c'est l'influence sociale. Strava joue à 100% là-dessus, c'est-à-dire que vous allez faire un run, vous allez enregistrer une performance. Cette performance, vous pourrez la partager à l'ensemble de votre communauté. Et inconsciemment, vous vous rendez compte que vous allez vous reconnecter pour voir combien de personnes ont liké votre performance, combien de personnes ont commenté votre performance. Typiquement, l'influence sociale est un vrai biais de motivation pour certaines personnes à réaliser des actions. Donc nous, quand on veut les sensibiliser à la RSE, on va utiliser ce levier pour, pas que, mais en partie, par exemple, ce levier pour faire en sorte que les collaborateurs aient envie de s'imprégner des messages qu'on va leur proposer et de faire les programmes de sensibilisation et d'acculturation qu'on propose. Ce travail était un exemple. Des exemples comme ça, on en a plein. Par exemple, un autre levier qui marche très bien, le levier de motivation, et qui est du coup un levier de gamification, c'est la possession. La possession, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez peut-être, quand vous allez faire vos courses, vous allez davantage aller dans le magasin chez qui vous avez la carte de fidélité. Tiens, la SNCF, on aurait pu prendre l'exemple SNCF. On va davantage aller utiliser les moyens ou les outils, les moyens de disposition si on a des cartes de fidélité, parce qu'on va gagner des petits points. Et typiquement, cette mécanique de fidélisation est assez classique, mais va inciter les gens à réaliser des actions. Et donc, c'est toutes ces mécaniques-là qu'on utilise nous, pour engager dans la RSE. Oui, et ça rebondit là, ce que disait Joël dans le chat. La problématique est aussi de maintenir la démarche et l'intérêt dans le temps. Ouais. Je pense que c'est une des réponses que je peux apporter avec cette approche. Clairement, et c'est d'éviter cet effet soufflé. C'est exactement ce que dit Joël, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, de plus en plus quand même sensibilisent leurs collaborateurs, mais parfois ça fait effet soufflé. Je pense notamment à des choses que beaucoup d'entreprises ont déployé, la fresque du climat, qui est un super outil que nous, avec qui on est partenaire, qu'on utilise, mais qui a cet effet soufflé. Une fois que la fresque est faite, la fresque est faite. Et il faut venir réussir à compléter ces dispositifs-là pour faire tenir en haleine les collaborateurs. Et c'est un peu notre positionnement où on leur propose des séries Netflix de la RSE, entre guillemets, qui sont des jeux, bien sûr, mais pour que ça dure dans le temps. C'est très clair. Franck, Christelle, vous voulez rebondir sur ces éléments? Peut-être un point, je suis entièrement en ligne avec Anthony, c'est que je pense que dans tout ce qui est sens du travail, culture et ainsi de suite, il y a la reconnaissance sociale. Je pense qu'il faut basculer d'une reconnaissance sociale à une reconnaissance sociétale. Ça, je pense que c'est important. En tout cas, les deux sont de plus en plus liés. Et je pense que je ne peux qu'aller dans le sens des propos de Christelle sur le rôle du management qui est clé dans toutes les transformations. Après, l'effet soufflet, il est quand même important par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut entretenir. Et là, si on fait le rapport avec la course, c'est vraiment il faut s'entraîner et refaire les courses. Parce qu'en fait, sinon, effectivement, ça fait des hauts et des bas qui ne sont pas très, très moteurs à terme, en fait, pour cette transformation. Donc,
Voilà, je ne fais que redire ce que mes deux collègues m'ont dit. Ouais. Très Sur le sujet du temps long, peut-être, c'est pas forcément la seule réponse, mais en tout cas, je pense que dans les projets stratégiques, que ce soit à la maille d'une entreprise ou d'une équipe, se placer aussi dans un temps. Alors moi, je travaille dans une entreprise qui est particulièrement dans le temps long, mais aussi, en même temps, c'est tous les jours qu'il faut faire circuler des trains. Mais si on veut bouger des infrastructures, vous imaginez que ça prend quelques années. Et du coup, avoir des indicateurs, les cibles à atteindre et des points de passage, je pense que ça donne quelques repères, ça donne des balises en fait sur le chemin. Et quand on travaille quelques rituels managériaux forts dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'on essaye de les essaimer à l'ensemble de la population, des managers, des leaders, et que ce sont des pratiques qui s'instaurent, d'où l'importance de l'excellence relationnelle. Je pense que ça s'ancre dans le temps. Parce que dans le relationnel, voilà, ça, une fois que c'est installé, l'écoute, prendre soin, comme ça délivre des résultats. Si un manager ne le fait plus, les équipes après le réclament. Voilà. Quant au jeu, je confirme que je suis moi-même une victime du succès de la gamification parce que je marche à ça, tout à fait. Très clair. Merci beaucoup, Christophe, pour ces compléments. On a une question de Nathalie, auquel on n'a pas encore répondu, qui est la suivante. Comment s'articule la fonction RSE dans l'entreprise avec les autres directions, certainement plus opérationnelles? Quelle est sa place? Si quelqu'un se sent d'y aller. Alors, je peux en parler d'un point de vue conseil en ce moment. Je pense qu'il y a plein de sociétés qui posent la même question. Est-ce qu'on infuse verticalement, horizontalement, un peu partout ou en haut seulement? Je pense que c'est un vrai sujet. Et là, pour le coup, c'est très lié à la culture d'entreprise, je pense, sans perdre l'objectif final qui est quand même de rendre poreux cette transformation. C'est un peu une infusion, en fait, comme vous faites buter, comment vous arrivez par le meilleur moyen possible à faire que le thé infuse le plus rapidement possible dans le verre. Après, je pense que malheureusement, mais par rapport à ma vision, il n'y a pas une unique réponse à la question. Je pense que ça dépend vraiment de la problématique d'entreprise, du secteur, de la culture actuelle et qu'est-ce qu'on veut faire à terme. Voilà, réponse de Normand de consulting. Mais voilà. Pour compléter, peut-être. Je suis d'accord totalement. Il faut que ça infuse le plus vite possible. Et donc, je pense que c'est en vertical, en horizontal, mais aussi de faire comprendre à chacun son rôle dans cette affaire. Parce qu'encore une fois, ça pourrait être une affaire que de gens d'entre-soi, en fait. Un truc hyper compliqué et pas accessible. Alors que, en fait, on peut chacun à notre niveau, chaque jour, et donc faire toucher du doigt à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, à leurs managers, etc., en quoi eux contribuent tous les jours aux objectifs de RSE. Je pense que c'est vraiment la clé de la transfo doivent mener les entreprises. Et en plus, ça marche parce que quand on fait ça, les jeunes générations, elles poussent les plus anciennes et ça marche, ça marche. Merci beaucoup, Christelle. Franck, on a 2 autres questions qui sont arrivées. Je me permets de mettre sous les yeux aussi un élément qu'on n'a pas partagé tout à l'heure, Christelle. Tu parlais de la symétrie des attentions et de son impact aussi. Je les laisse à l'écran. On se permet aussi de répondre aux questions entre-temps. On a une de Yanis qui est plutôt sur la gamification. Et je pense que ce sera les 2 dernières questions qu'on va prendre parce qu'après, on va devoir rendre l'antenne. On a une question sur, selon vos expériences d'usage de la gamification, peut-il entraîner chez certains collaborateurs une sensation d'infantilisation? Anthony, je pense que tu as l'habitude d'entendre ce genre de remarques ou d'objections, et ça peut être intéressant d'avoir ton retour. Ouais, sur l'infantilisation des jeux. Alors, enfin, non, et c'est pour ça que je tenais à repréciser ce qu'est la gamification tout à l'heure. Il faut se sortir de l'idée que la gamification, c'est des petits personnages qu'on fait bouger sur une carte. C'est pas ça du tout. C'est je peux citer des exemples. Par exemple, LinkedIn utilise la gamification. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous avez créé votre profil LinkedIn, vous commencez à remplir votre profil LinkedIn et il y a une jauge de progression qui augmente petit à petit. Et puis, plus vous complétez votre profil, plus cette jauge de progression augmente. Et cette jauge de progression, sauf qu'elle n'arrivera jamais à 100%. Mais vous avez tellement envie d'y aller que vous allez le compléter à fond. Ça, c'est de la gamification. Donc, le côté infantilisant et on ne trouve pas dans LinkedIn, ou alors peut-être,
le vois pas très bien, l'infantilisation qu'il y a derrière ça. Donc c'est pour ça que je tenais à redéfinir ce qu'est la gamification déjà. Et deuxième point, une des objections qu'on a souvent, c'est ouais, mais vous savez, moi, mon entreprise, la moyenne d'âge elle est plutôt de 50 ans, donc encore sur des jeunes, je veux bien, mais détrompez-vous, la participation, les taux de participation records qu'on a chez nos clients sont sur des populations, on va dire, au-delà de 45 ans. Parce que c'est des gens pour le coup, on vient vraiment rompre avec leurs habitudes de consommation et elles vont être d'autant plus attirées par ce genre d'outils, en tout cas cette méthode de communication. Et encore une fois, tout dépend de la forme que ça prend. Ma grand-mère a 80 ans et elle joue tous les jours au Scrabble. Le Scrabble, c'est la gamification. Et quel levier on va appuyer pour qu'elle joue au Scrabble? C'est parce qu'elle y trouve un intérêt intellectuel, un défi intellectuel. Donc il faut vraiment dissocier le côté infantilisant de la gamification quand elle est bien faite. C'est pas le cas. J'imagine qu'elle a très envie aussi de gagner. Et tu sais, un levier d'être au top au niveau du classement avec la gamification. Le Scrabble. Et dernière question côté Fabrice, à nouveau, comment infuser sans tomber dans l'infobésité? Collaborateurs peuvent être noyés sous les flux d'informations liées à leur mission, ce qui est complètement vrai. Franck ou Christelle, peut-être il y a du vécu aussi, j'imagine, de votre côté, ou des recommandations que vous faites à vos clients pour justement passer les bons messages au bon moment sans faire en sorte qu'il y ait trop de bruit et finalement on s'y retrouve plus, notamment sur les sujets cruciaux comme la RSE. Rapidement, rapidement, moi je pense que déjà sur tout ce qui est info, en fait, il faut ne plus s'arrêter aux moyens, mais il faut avoir des résultats concrets. Et je pense que dans la communication, ça évite aussi d'avoir des goulots d'étranglement, c'est de se dire on met en place des moyens, on a des actions concrètes, on a des résultats. Et je pense que quand on a le triptyque, en général, et je pense que c'est ce qui a manqué à un moment donné à la RSE, il y avait beaucoup de moyens, peu de visibilité sur les résultats. Donc là, je pense qu'on passe à l'étape d'après qui est regarder comment on peut avoir ce ROI quelque part. Mais je laisse Christelle compléter. Ouais, pour compléter, c'est un vrai gros sujet. Peut-être, moi, c'est de faire des pratiques, déjà d'avoir des pratiques, excellence opérationnelle et relationnelle pour ce qui me concerne, qui deviennent des rituels communs, une signature commune qui dure la culture de l'entreprise. Déjà, comme ça, c'est plus un truc à côté, c'est un truc qui fait partie de nous. Déjà, on a fait du tri. Après, nous, ce qu'on essaye, c'est, on vient tout juste de le lancer, ça s'appelle une démarche 360, et c'est de dire, OK, comment notre vision stratégique, etc., ramener à hauteur d'homme. Moi, poseur de voix dans ma partie, là, à Aurillac, comment je contribue, parce que l'indicateur de l'entreprise, évidemment, ce n'est pas le bon dans mon quotidien. Donc, ramener à hauteur d'homme l'ambition et faire du tri, c'est-à-dire lancer des projets par vague et regarder la bande passante des équipes qui doivent les mettre en œuvre. C'est hyper difficile, mais c'est à ce prix, je pense, qu'on peut aider à faire, à maîtriser les flux d'infos. Et le dernier point, mon équipe se lance là-dedans cette année en disant il y a trop d'infos digitales, fini le digital, il faut qu'on ait tant pis, on refait des roadshows, on relance ça et on prend notre bâton de pèlerin et on va parler aux gens en vrai. J'avoue, évidemment, je comprends. Vu l'immensité de la tâche, je ne sais pas, mais je vais regarder avec attention. Oui, et les résultats arriveront quand, Christelle? Eh ben, par exemple, il y a des choses assez concrètes. On veut que des managers s'inscrivent à une démarche de coaching volontaire, évidemment, mais voilà, on veut en faire la promo. Et on s'aperçoit que le mail tout seul, ou même les mails, selon les différents canaux, on a un taux d'inscription qui est OK, mais qui n'est pas à la hauteur de l'ambition qu'on a. Du coup, on prend notre bâton de pèlerin et on va promouvoir la démarche dans les CODIR. Du coup, ça, je vais avoir des résultats assez vite parce que je vais avoir un taux d'inscription qui va rester flat ou qui va augmenter en fonction. Et je verrai si, en effet, quand on est sur des sujets de culture, d'entreprise et de transformation culturelle ou d'évolution culturelle, parce que ce n'est pas les gens qu'on veut changer, c'est la pratique d'une entreprise pour s'adapter à son environnement, à son contexte. Voilà, peut-être que le contact et l'explication et la pédagogie, j'avais une collègue qui disait tout le temps, il faut user de la salive.
c'est pas faux en fait. Je pense que c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de valeur. Très clair. Merci beaucoup. J'en profite pour mettre juste dans le chat. On parlait de la gamification. Je refais une petite boucle. Un élément un des jeux tu m'as transmis, Anthony, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Typiquement la gamification. Et donc cette fierté de ce Mario Kart dont on discutait juste avant. Franck, est-ce que tu peux nous donner un dernier mot avant qu'on raccroche, avant la pause déjeuner, sur ce qui a été dit, ou tu voulais rebondir sur un élément en particulier ou... Non, forte conviction, mais je pense que partagé par tout le monde, on pense vraiment que à horizon quelques années, l'extra financier, pour faire très très simple, aura autant de poids, voire plus, que le financier, pour plein de raisons, hein, qui sont la transformation de la société, tout ce qui se passe au niveau climat, et je pense que c'est quelque chose à intégrer dans la démarche des entreprises, et voire même aller un peu plus loin. Alors on parle de constat générationnel, mais je pense que derrière ça, il y a tous les enjeux qui sont liés et à la transformation, et même parfois à des points de vue juridiques qui vont, à mon avis, influencer beaucoup plus les entreprises d'un point de vue actionnarial ou autre. Les entreprises ne pourront plus se financer si elles sont pas vertes, entre guillemets. Je pense que ça, c'est un enjeu qui n'a pas été intégré depuis vraiment, c'est pris en compte depuis, on va dire, quelques années, alors qu'auparavant, on aurait pu le faire déjà de façon plus pragmatique. Voilà. C'était le mot de la fin de mon côté. Ok, très, très clair. Merci beaucoup pour ce dernier élément. Franck, Christelle, Anthony, si vous voulez un dernier mot de la fin. Non, mais moi, je dirais que voilà, par rapport à tout ce qu'on vient de partager, vraiment le rôle essentiel, c'est pas que les entreprises qui doivent être inside, c'est les managers, et vraiment, je pense que chacun a un rôle à jouer dans sa partie professionnelle. Il y a le rôle qu'on joue en tant que citoyen, mais les managers ont un nouveau rôle très beau, je trouve, et très engageant à accompagner leurs équipes dans ce défi. Parfait. Tu veux que je conclue aussi? Moi, j'ai lu un truc ce matin. J'ai lu un truc ce matin qui m'a inspiré. Je vais la partager. C'est une citation qui dit que on ne change pas les choses en s'opposant à ce qui existe déjà. Pour que les choses changent, il faut construire un nouveau modèle qui rende l'ancien obsolète. Voilà. Je trouvais ça assez pertinent dans le cadre de nos échanges d'aujourd'hui pour conclure. Merci beaucoup, Anthony. On va rester sur cette dernière citation de fin. Voilà, moi, il me reste à vous remercier, Christelle, Franck, Anthony, pour votre temps, pour vos précieux retours d'expérience, témoignages de votre vécu. Merci à toutes celles et ceux aussi qui nous ont écoutés pendant. Allez, on a un petit peu dépassé, désolé pour cette pause déjeuner, un peu raccourci, mais merci pour votre écoute. Et puis, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je crois que je peux me permettre, à partir du 12, on a le droit. C'est pas trop tôt. Donc voilà, belle fête de fin d'année à tous. On se retrouve l'année prochaine, en 2024, en pleine forme, je l'espère. Et puis, Christelle, Franck, Anthony, au plaisir de vous croiser. Je pense qu'on peut, si on a des questions à vous poser, vous croiser sur les réseaux, LinkedIn, j'imagine. Franck, Christelle, Anthony. Donc voilà, si vous voulez continuer la discussion avec nos intervenants, notre intervenante et nos intervenants, je pense que ça se joue sur ce réseau. Puis au plaisir de se recroiser sur d'autres événements liés au capital humain, à la RSE et tous les autres éléments dont on a parlé ce matin. Merci à tous. Merci à vous. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.